programme aujourd'hui, on va rempoter un olivier, on va planter du basilic et on va replanter les légumes qui se sont fait manger, les petites plantules qui se sont fait manger dans la semaine. On parlera aussi pollinisation et on plantera des fleurs. On va devoir repiquer une dernière fois les céleri rares pour leur permettre de bien grossir. Et on finira par l'entretien de tous les bacs. Allez, c'est parti! Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vos potagers se portent à merveille. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Pour produire des fruits et des légumes, certaines plantes ont besoin d'être pollinisées. Mais qu'est-ce que la pollinisation? Allez, on va découvrir ça ensemble. Alors, la pollinisation, c'est le processus qui permet en fait à une plante de pouvoir se reproduire, c'est-à-dire de fabriquer une fleur et puis un fruit et enfin des graines. La pollinisation est donc le processus de transfert du pollen de l'organe mâle à l'organe femelle pour pouvoir permettre la fécondation et donc la naissance du fruit. On appelle ça aussi la reproduction sexuée des plantes. Les plantes dépendent souvent des animaux pour permettre cette pollinisation. On va parler donc des insectes, des papillons, des abeilles, des oiseaux qui vont permettre effectivement, en allant se délecter du nectar des fleurs, cette dissémination de pollen d'une fleur à une autre. Et ce qui permettra donc à ces fleurs de féconder cet ovule et donc de donner une fleur, un fruit, des graines. Cette pollinisation va donc permettre la diversité génétique au sein d'une même famille de plantes. Cette pollinisation favorise aussi l'adaptation au changement climatique. Ça permet donc à ces plantes de pouvoir se reproduire et d'être de plus en plus fortes aux maladies et de s'adapter au changement de climat. La pollinisation est vraiment cruciale pour nous, êtres humains, puisqu'elle nous permet de pouvoir rester en vie. Sans cette pollinisation, on n'aurait pas toute cette diversité de plantes, on ne pourrait pas respirer, on ne pourrait pas manger. Donc la pollinisation et le travail notamment des abeilles, puisque ce sont les actrices majeures de cette pollinisation, nous permet, nous, êtres vivants, de pouvoir être aussi sur cette terre. Donc il faut encourager cette pollinisation, mettre des fleurs partout. C'est pour ça qu'au potager santé, on continue de planter des fleurs. Au-delà de pouvoir participer à cette biodiversité, ça va nous permettre à nous de pouvoir en fait avoir certains légumes, puisqu'on a certaines plantes qui ne vont pas en fait se féconder toutes seules. Il y a des plantes qui sont tout à fait capables, qui n'ont pas besoin de cette pollinisation pour pouvoir fabriquer des fruits. Ces plantes-là, on les appelle des plantes autogames parce qu'elles sont capables en fait de produire un ovule sans cette pollinisation. Donc on va planter des fleurs, des zinnias et du cosmo qui permettront d'attirer les pollinisateurs et permettront donc aux insectes, aux animaux de pouvoir polliniser les plantes à fleurs et certains de mes légumes. Donc, pensée globale finit toujours par un enrichissement personnel. Le zinnia, plante annuelle de la famille des Astéracées, originaire d'Amérique du Sud, centrale et du Nord, particulièrement abondant au Mexique car il est considéré comme une fleur emblématique et traditionnelle. Le zinnia est facile à cultiver, il préfère une exposition ensoleillée, il va avec tout type de sol mais préfère un sol bien drainé, fertile et légèrement acide. Il est recommandé de laisser un espacement de 20 à 30 cm entre les plants pour permettre une bonne circulation de l'air et favoriser une croissance saine. L'arrosage doit être régulier pour maintenir un sol légèrement humide, surtout par temps sec. Le cosmo est également une plante annuelle originaire des régions tropicales d'Amérique du Nord, centrale et du Sud. Il appartient à la famille des Astéracées également. Il préfère les endroits ensoleillés mais peut également tolérer une légère ombre. Le sol doit être bien drainé pour éviter l'accumulation d'eau autour des racines. Les fleurs de cosmo se présentent sous forme de marguerites simples ou doubles avec une large gamme de couleurs, notamment le rose, le blanc, le rouge, le orange. Lors de la plantation des cosmos, laissez un espacement d'environ 30 à 45 cm entre les plants. Le cosmo a besoin d'un arrosage régulier, surtout par temps sec, mais évitez les excès d'eau. Si besoin, tutorez les variétés plus hautes pour les soutenir. Le basilic, plante herbacée annuelle, originaire des régions tropicales d'Asie, appartient à la famille des lamiacées ou labiées, comme la menthe et la sauge. Il existe différentes variétés de basilic allant de 20 cm à 60 cm de hauteur. Il a besoin d'une exposition ensoleillée avec 6 heures de soleil par jour. Il préfère un sol bien drainé et fertile. Il faut laisser 20 à 30 cm entre chaque plant. Il faudra veiller à maintenir un sol humide, jamais détrempé, sans jamais arroser les feuilles. On récolte au fur et à mesure.
L'olivier est un arbre fruitier qui adore le soleil, les sols calcaires et il est sensible au vent. Il peut vivre plusieurs milliers d'années. À la base, on le trouvait uniquement en région méditerranéenne, mais sa culture en pot et le réchauffement climatique permettent de le cultiver partout en France. L'olivier est un symbole de paix et de sagesse. C'est aussi un arbre qui attire les pollinisateurs. L'olive noire est le fruit à maturité, l'olive verte est le fruit pas mûr. L'eau ne doit jamais stagner dans votre pot. Donc il vous faudra des trous et mettre des billes d'argile au fond. Il faut que le pot soit suffisamment grand pour que le système racinaire se développe. À la vue de mon pot, il faudra certainement le rempoter dans un autre plus grand. Si vous le plantez en terre, il faudra l'arroser une fois par semaine la première année et en cas de sécheresse. Passons maintenant au point semis. Alors il nous reste encore quelques plantules. On en a parlé la semaine dernière, ce sont principalement toutes les plantules qu'on a semées en plus pour pouvoir pallier à tous nos aléas. Et ensuite, il nous reste aussi quelques plantes comme le céleri rave qu'on va repiquer une deuxième fois dans les godets pour leur permettre en fait de mieux développer en fait le légume et d'avoir des gros céleri rave. Allez, je vous montre comment je fais. On va également donc du coup surveiller tous les godets en cours, vérifier que la terre est bien humide, vérifier qu'ils ont assez d'ensoleillement. Là, pour certains, ça va faire longtemps qu'ils sont en godet, donc il ne faut pas hésiter à arroser avec du purin d'ortie. Il ne faut pas hésiter à rajouter, à amender avec un petit peu un mélange de terre et de compost, de manière à pouvoir donner à ce substrat dans le gobelet de nouveaux nutriments et que la plante ne se fatigue pas, parce qu'elle va finir en fait par péricliter si dans ce substrat il n'y a pas suffisamment de nutriments pour qu'elle puisse continuer de grandir. On va également ressemer en godet des salades, des laitues, puisque toutes celles qui ont été mises en terre ont quasiment toutes monté en graines. J'ai eu beau arroser, j'ai eu beau mettre des cagettes pour pouvoir faire en sorte que le soleil soit pas trop présent, elles sont quand même montées en graines. Les chaleurs de ce mois de juin qui ont été un record pour un mois de juin ont forcément favorisé la montée en graines des salades. Donc on va en ressemer et puis on va aussi, une fois qu'elles auront bien semé, les replanter dans un endroit où elles auront quand même suffisamment de lumière mais aussi suffisamment d'ombre pour que le rapport ensoleillement-eau soit correct et qu'elles ne montent pas en graines. Ensuite, en ce qui concerne le point entretien. Quand je viens au potager, je commence par faire tout le tour et je regarde entre la liste de choses qui est prévue et qui est, on va dire, normale pour une 3e semaine de mois de juin et en fait ce qui s'est passé au potager, bah forcément il y a des petites différences donc je vais adapter. Quand j'ai fait mon tour ce matin, donc très tôt à la fraîche, j'adore ces moments-là d'ailleurs. En fait, quand il est très tôt, vous n'avez pas un bruit, il n'y a personne qui est levé, vous entendez la nature qui se réveille, il fait frais, enfin voilà, donc j'adore ce moment-là. Donc quand je suis venue ce matin très tôt, j'ai pu observer dans les bacs en fait qu'il y avait dans certains bacs en fait des champignons. Donc ce champignon s'appelle le, alors attention à la prononciation, le
Le Psa-lacé. Alors j'espère que je l'ai bien prononcé. C'est le champignon qu'on appelle chapeau d'encre, puisque quand il pourrit entre guillemets, il va pourrir sous forme liquide comme un peu de l'encre. Donc ce champignon, j'ai pas besoin de vous dire qu'il n'est pas comestible, hein, c'est pas une nouvelle sorte de champignon qu'on peut faire pousser au potager assez facilement. Non, non, non. Donc ça ne se mange pas. En tout cas, moi je ne m'y risquerai pas. D'ailleurs, faisons une petite aparté, si vous êtes en balade et que vous ramassez des champignons, pour pouvoir manger les champignons qu'on ramasse dans la nature, il faut vraiment avoir une connaissance des champignons. Si ce n'est pas le cas, allez à la pharmacie, montrez vos champignons et les pharmaciens vous diront si oui ou non vous pouvez les consommer. Mais ne consommez jamais de champignons que vous avez récoltés vous-même sans savoir vraiment quel type de champignons vous avez. Bon, petite parenthèse terminée. Revenons à mes petits champignons que j'ai trouvés dans mon bac. Donc ces petits champignons indiquent quelque chose, c'est mon potager qui me parle. Alors bien évidemment le champignon il a pu se développer parce qu'il avait à la fois de la chaleur, à la fois de l'humidité. D'accord ? Donc ça effectivement entre les chaleurs qu'on a la journée, les chaleurs qu'on a la nuit et il a plu un petit peu par ici, forcément ça s'est très bien développé. Mais qu'est-ce que ce champignon m'indique? C'est mon potager qui me parle, c'est mon potager qui me dit attention Lulu, il y a peut-être un peu trop d'azote dans ton sol. Parce que ce champignon-là se développe dans le milieu où la terre est très riche en azote. Alors, une terre riche en azote, c'est plutôt une bonne chose. Mais quand elle est trop riche en azote, ça peut être justement l'effet inverse, très mauvais. Ça peut permettre le pourrissement des racines, ça peut bloquer en fait l'absorption de certains autres nutriments. Donc, il faut veiller à avoir un apport en azote qui est quand même équilibré. Généralement, ce champignon, il adore être en fait dans les bois, comme la plupart des champignons. Donc, il aime en fait les endroits où le bois est en train, on va dire, de se décomposer. Les endroits où vous pouvez aussi avoir du fumier qui se décompose. Dans les bacs, notamment celui qui est ici, en fait, cet automne, j'ai effectivement mis du fumier. Au fond de ce bac, d'ailleurs comme dans tous les bacs, vous avez des morceaux de bois en décomposition en fait pour nourrir la terre. Donc peut-être qu'en fait avec ce soleil, le manque d'eau, etc., il y a un déséquilibre qui se fait en azote et donc qui permet la pousse de champignons. Alors là pour le moment c'est pas très grave. Si j'en ai un ou deux champignons. Après si j'arrive demain matin et qu'il y en a 10 000, oui là c'est plus une terre trop riche en azote, c'est là carrément il faut que j'arrête les légumes et que je me mette à faire des champignons. Mais voilà, pour le moment, c'est pas trop grave, c'est juste à surveiller. C'est mon potager qui me dit ah, Lulu, attention, fais ce qu'il faut pour peut-être limiter un peu l'azote. Là, ils ont annoncé de la pluie, donc aujourd'hui, demain, donc je pense qu'on va avoir des orages, des choses comme ça, parce que c'est assez gris, il fait très lourd aujourd'hui. Donc je pense que quand il va pleuvoir, ça va permettre de lessiver un peu le sol et donc de réduire un petit peu l'azote qui est contenu dans la terre. Donc vive la pluie. Bon, il ne faudrait pas qu'elle arrive pendant la vidéo. Juste ça, si c'est possible. Il n'a pas plu depuis 2 mois. Il ne faudrait pas qu'il pleuve maintenant, en fait. Bon, avec la chance que j'ai. Alors, en termes d'entretien, on va aussi donc continuer la taille des plants de tomates. On enlève les gourmands et on va aussi commencer à enlever en fait les premières branches du bas pour pouvoir permettre aux plants de tomates de pouvoir en fait grandir sur la hauteur. On peut commencer en fait à pouvoir les attacher ou les tutorer aussi. Le poids des fruits qui vont venir puisque en fait le fruit, la tomate, elle va être assez lourde et elle peut casser les branches. Donc on va commencer à tutorer. Vous avez différents systèmes. Donc là pour ces plants de tomates là, il va y avoir une ficelle qui va pendre et ils vont être accrochés aux ficelles et les branches vont pouvoir s'enrouler autour. Là ici c'est le même système pareil, alors que sur le dernier bac de tomates vous avez donc une palissade et là c'est moi qui vais venir attacher le plant de tomate à la palissade. Donc là ils sont encore tous un peu petits, d'ailleurs c'est assez curieux de voir et je vais vous montrer. Vous avez ce plant de tomate qui est beaucoup plus grand que tous les autres, ils ont été plantés en même temps, ils avaient quasiment la même taille quand ils ont été plantés et celui-là il est 3 fois plus gros que les autres. Il profite mieux. J'ai voulu tester cette année puisque j'entendais parler tout le temps qu'il fallait bien enterrer les plants de tomates pour que les petits poils sur les branches fabriquent après d'autres racines, etc. C'est vrai que je ne me posais jamais forcément la question, j'ai toujours fait un trou, mes pieds de tomates et voilà, c'est toujours un peu au-dessus du collet, mais j'ai jamais vraiment enterré. Et donc c'est ce que j'ai fait en fait, celui-là je ne l'ai pas enterré.
Et celui-là, je l'ai enterré un petit peu, et celui qui est là-bas, je l'ai enterré complètement. Et donc on voit bien qu'au niveau de la croissance, finalement, celui que j'ai pas enterré, il a grandi bien plus vite. Alors, est-ce qu'après, les deux autres vont le rattraper? Est-ce que les systèmes racinaires sont plus importants? On verra bien après au niveau des récoltes, au niveau de tout ça. Mais globalement, j'ai pas vu l'intérêt de planter, en fait, là pour le moment. Voilà, donc il vaut mieux simplement planter au niveau du collet le plant de tomate, et il grandit très bien. Vous avez aussi, si vous avez planté donc avant moi tout ce qui est courgettes, concombres, cucurbitacées, ils devraient normalement sur la 3e semaine de juin avoir la taille, la grandeur nécessaire pour commencer à faire la taille. Donc moi c'est pas le cas, ils sont encore tout petits parce que je les ai plantés il y a très peu de temps. Et avec cette chaleur, c'est un peu compliqué entre l'arrosage et la chaleur, donc je pense que le développement n'est pas optimal. J'ai pas forcément bien arrosé comme il fallait, avec le travail et tout ça a été un peu compliqué. Donc ils ont pas encore la taille pour que je les taille. Ça fait beaucoup de fois le mot taille, non? Bref. Et l'objectif de cette taille, c'est de permettre une meilleure fructification. Par exemple, sur un plant de melon, vous ne pouvez pas espérer avoir 10, 15, 20 melons en fait. Il en vous faut 3, 4, 5 maximum par plant. Parce que sinon, la plante, elle va être complètement fatiguée. Ça sera trop fatigant pour elle d'avoir autant de melons sur un même plant, et vous risquez d'avoir des melons tout petits. Alors j'avais fait le test de différentes années de tailler, de pas tailler, et effectivement quand on ne taille pas les cucurbitacées, ils se répandent partout. Alors ça fait de très jolies feuilles, c'est magnifique, vous avez plein de fruits, mais finalement tous ces fruits finissent par pourrir, par avorter, parce que la plante elle se fatigue trop à mettre de l'énergie partout. Alors que quand on taille et qu'on limite à 5 par exemple fruits maximum par plant, on a de jolis melons, on a de jolies courges. On verra tout ça quand ils auront la taille nécessaire, et je vous montrerai en image la taille des cucurbitacées. Alors, semaine dernière, il y avait un risque d'odium entre la chaleur, les pluies, etc. Donc, effectivement, j'ai un peu d'odium qui s'est développé en fait dans certains bacs, pas dans tous, dans on va dire 1,5 bac. Et puis sur une seule plante, c'est le souci. Mon souci me pose souci. Non, ok, c'est pas drôle. Ok, j'arrête, je recommence la flip. Donc, le souci est recouvert d'odium, donc je vais devoir l'arracher. Alors j'ai déjà traité plusieurs fois, ce qui a réduit de moitié l'odium, donc ça mais finalement c'est pas suffisant, surtout que dans ce bac il y a les courgettes, et l'odium et les courgettes, c'est une grande histoire d'amour, quoi. Donc je ne vais pas prendre le risque maintenant que mes courgettes en cours de développement, déjà qu'elles ont du mal à se développer parce qu'elles se sont fait manger maintes et maintes fois par les escargots et les limaces, maintenant qu'elles commencent à bien sortir de terre, je ne vais pas leur infliger de l'odium parce que ça risquerait de les tuer. Donc je vais retirer en fait les plants de soucis, et puis je vais ressemer d'autres graines de soucis. En ce qui concerne les pucerons, donc la semaine dernière on a traité le pommier et toutes les plantes qui étaient infestées de pucerons avec notre décoction d'ail. Donc effectivement sur la majorité on a quasiment plus de pucerons, donc ça a bien fonctionné. J'ai aussi également rajouté un peu de marc de café en fait dans les allées, de manière à quand même envoyer un petit message à nos amis les fourmis en disant prenez pas trop la confiance, ok, le jardin il est à tout le monde, on peut tous y vivre en symbiose, mais là vous poussez le bouchon un peu. Donc du coup c'est vrai que je les ai vues, elles étaient un peu perturbées, donc elles ont certainement dû prendre leurs petits pucerons et aller les mettre ailleurs. Donc j'ai certainement déplacer le problème sur une autre plante, en tout cas pas sur une plante du potager, je les ai pas vues. Donc voilà, mais je vais continuer quand même les pulvérisations parce que ce qu'elles apprécient particulièrement c'est mes artichauts et mon pommier. Donc je vais continuer parce que elles vont venir quand l'odeur d'ail et les composants d'ail seront dissous, parce que là en plus il va pleuvoir, du coup il y aura plus de répulsif pour elles, et ils reviendront envahir les artichauts et le pommier. On va également faire attention aux petits moucherons, à la mouche du chou, à la mouche de la tomate, à la mouche du fruit. C'est ces tout petits moucherons qui viennent se poser sur les feuilles et vont venir faire je ne sais pas quoi, pondre, piquer la feuille, enfin, etc., etc. Déposer leurs larves, et ça va finir par abîmer les plantes, dessécher les feuilles, etc., etc. Donc, on vient, en fait, sur les choux, vous pouvez poser des filets.
vous avez des filets spéciaux anti-mouches, etc. Certaines plantes, effectivement, vont vous permettre de pouvoir aussi éloigner en fait la mouche. Et puis sinon, il ne faut pas hésiter à, sur ces plants, venir quand vous les voyez, les enlever, les écraser de manière à ce qu'elles ne puissent pas en fait infester le plant et après réduire en miettes tous vos efforts et votre récolte. Pour le point récolte, ma période préférée arrive quand on peut enfin récolter les framboises. J'adore les framboises. Donc là, ça y est, les premiers plants de framboises ont donné des framboises. On a pu manger les premières framboises. C'est top. Les fraises continuent de donner. Donc il faut bien penser à les arroser parce que les fraises sont quand même assez gourmandes en eau. Si vous les arrosez pas, vous allez avoir des tout petits fruits. Alors ils sont délicieux parce qu'ils sont gorgés, tous les goûts, tout le goût de la fraise sera concentré dans le petit fruit. Mais c'est vrai que vous n'avez pas cette texture quand vous croquez dans la fraise, ce jus qui, comment dire, vous inonde la bouche et c'est incroyable. Donc on pense bien à arroser régulièrement nos fraises de manière à ce qu'elles fassent de bons gros fruits. Qu'est-ce qu'on récolte d'autre? Bon, des salades, si vous avez la chance qu'elles ne se soient pas montées en graines. Vous avez le radis, vous avez pour certains du chou. Moi, j'ai débuté la saison avec vous en fait à partir donc, de cet hiver. Donc je n'avais pas semé ni planté des choux la saison passée pour pouvoir les récolter ici, en ce moment. Donc j'ai pas tout ça. Par contre, je vais avoir de la rhubarbe encore à récolter. Je vais avoir, qu'est-ce que je vais avoir? Le persil, les aromates. J'ai fini de récolter les derniers poireaux qui me restaient. Et puis là, on va rentrer aussi dans la période de la récolte de l'ail, l'oignon, etc. Donc certains ont déjà commencé certainement à récolter leur ail. Ici, moi, j'ai oublié d'en planter. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai complètement oublié de planter de l'ail. Donc cette année, aïe aïe aïe, il n'y aura pas d'ail. Grâce à toutes vos récoltes, vous allez pouvoir vous concocter en fait de superbes plats. Donc j'espère que vous vous régalez bien avec vos récoltes de fruits et des légumes. Alors les fruits et les légumes, c'est incroyable ce qu'ils peuvent avoir comme vertu et comme bienfait. Il est prouvé scientifiquement qu'un être humain qui va manger 5 portions de fruits et ou de légumes par jour va diminuer les risques de maladies et notamment sur les cancers. Vous avez le cancer du poumon. Vous avez 77% de risque en moins d'avoir un cancer du poumon, 82 à 85% de risque en moins d'avoir un cancer de l'estomac et vous avez 60% de risque en moins d'avoir un cancer de la prostate. Donc les fruits et les légumes sont vraiment gorgés de bienfaits pour notre santé. Ils permettent aussi également la satiété. Ils nous coupent la faim. Vous mangez des fruits et des légumes, ça vous donne de l'énergie. Les fruits et les légumes aussi sont riches en fibres, ce qui va permettre en fait d'absorber le sucre et le gras. Donc en gros, les fruits et les légumes vous permettent en fait de stabiliser votre poids et d'éviter la prise de poids. Donc ils vont être utiles aussi pour prévenir certaines maladies. Quelqu'un qui va manger 5 fruits et légumes par jour et avoir une alimentation équilibrée, en fait, va éviter certaines maladies comme le diabète de type 2, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Donc vraiment, les légumes, c'est vraiment un atout santé pour nous tous. Ça nous permet vraiment de nous protéger, voire même d'améliorer la santé quand malheureusement, on a une santé qui est assez fragile ou qu'on est malade. Donc vraiment, les fruits et les légumes doivent être votre allié. C'est très important pour la santé. N'hésitez pas à manger à volonté des fruits et des légumes, ça vous préservera un maximum votre santé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai hâte de vous retrouver en commentaire pour discuter. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao ciao!